www.duolingo.org. It's going to be the second talk about physics on this day already, and it's about big data and science. And big data became something like Uber in science. It's everywhere. Le big data est partout. Chaque discipline a de la big data maintenant. Donc, le talker travaille pour CERN en Suisse et il va parler sur comment les physiques et l'informatique se rencontrent dans ce domaine. Un grand bienvenue. Merci beaucoup. Alors, quand je discutais du résumé avec les gens de la piste de sciences, et ils m'ont dit, c'est énorme, 300 personnes qui sont attendues. Merci de m'avoir attendu. Invité, c'est un grand honneur. Et quand je parle à 300 personnes intéressées par la science, je prends quelque chose qui est très pointu. Mais là j'ai su que je serais en salle 1. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire le sujet un peu plus large. Donc, voilà à quoi je suis arrivé. Donc, je vais parler du CERN et de la science. Donc, je vais parler évidemment du CERN. Je vais faire une petite introduction. Je vais parler de comment on va faire de la physique, ce que les données ont comme sens pour nous, comment est-ce qu'on les traite. Comment on fait de la physique avec. Et malgré le fait qu'on fasse du traitement de données depuis longtemps, donc on a un certain nombre d'expériences. On a beaucoup d'expérience à propos de ça et je voudrais montrer aussi ce que c'est ma prévision pour l'analyse de données à l'avenir. Donc, qu'est-ce que c'est le CERN? Vous avez sûrement entendu parler du CERN précédemment. Vous savez sans doute qu'on fait de la science, qu'on a été fondé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, comme un moyen d'occuper ces scientifiques bizarres. Et en fait, ça marche vraiment bien. Et ça marche tellement bien en fait que c'est même plus seulement l'Europe. Donc, on se situe à côté de Genève. On fait que de la recherche fondamentale. On fait pas d'armes ni de Donc le www a été inventé au CERN, c'est un peu un effet de bord qui s'est produit quand on faisait de la science. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'argent, beaucoup, et des cerveaux, et à partir de ça, on génère des idées et du savoir. Les questions à laquelle on essaie de répondre, c'est qu'est-ce que c'est la masse? C'est une question bizarre, hein. Tout le monde pourrait se dire, on sait ce que c'est la masse, mais en fait, non, pas du tout. Donc, on sait que dans l'univers, la masse cause la gravité. Et aux petites échelles, au niveau des particules, on sait que la masse c'est de l'énergie, mais on ne sait pas comment ces deux choses se rassemblent. Et en fait, quand on va un peu dans les détails, ça se contredit. Une partie de ce problème de masse, c'est aussi qu'est-ce qui se passe dans l'univers. On comprend en fait que quelques pourcents de ce qui se passe dans l'univers. 90% de la masse dans l'univers, on ne sait pas ce que c'est. La gravité, on sait que, enfin, ça marche. Les théories de la gravité, ça marche très bien. On arrive à comprendre des choses comme les trous noirs, mais il nous manque encore beaucoup de choses. Et pour faire de la recherche là-dessus, on se penche sur les très petites échelles. Donc, vous avez déjà entendu parler potentiellement du boson de Higgs ou de la supersymétrie. Donc voilà quelques chiffres. Donc on a 12 000 physiciens qui travaillent avec le CERN. Donc c'est un peu comme l'établi du talk précédent où le CERN en fait c'est un peu la table sur laquelle on fait les manips. Donc on a 12 000 physiciens de 120 nations.
Donc c'est quelque chose de vraiment global. Le CERN lui-même a à peu près 2500 employés. Et notre table d'expérimentation est là. Donc à l'arrière-plan sont les Alpes avec le Mont Blanc. On a le lac Léman. Et c'est vraiment magnifique. Mais il fallait qu'on mette un anneau quelque part là-dedans de 30 km de diamètre. Et les gens nous auraient haïs si on l'avait mis comme ça. Mais heureusement, les gens étaient intelligents dans les années 70 et ont fabriqué un tunnel. Donc maintenant, on a ce tunnel énorme et on envoie des particules dedans dans deux directions. Et le tunnel est plein d'aimants parce que si on n'utilise pas d'aimants, les particules elles vont aller tout droit et on veut qu'elles tournent. Donc là vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez aussi ces énormes puits qui servent à accéder à la surface et donc c'est là qu'il y a les expériences. Donc voilà un exemple d'expérience. Donc le LHC c'est le plus grand accélérateur de particules du moment. C'est un cercle de 27 km de circonférence, 100 mètres sous la Suisse et la France, et il a 4 grosses expériences, ALICE, ATLAS, CMS et LHCb. Et on s'attend à ce qu'ils soient en fonctionnement jusqu'à à peu près 2030. Là, vous voyez une des cavernes dans lesquelles il y a les expériences. Donc là, elle était encore vide et l'expérience a été descendue par le trou que vous voyez dans le plafond. Et cette pièce est vraiment énorme. Donc là, j'ai mis Charlie dans l'image pour vous donner l'image. Donc on met un détecteur là-dedans. Ici, il est un peu ouvert et pour qu'il soit plus joli, vous pouvez voir quelque chose. Vous pouvez par exemple voir le tuyau où les particules passent au milieu. Elles viennent de deux directions et rentrent en collision au centre du détecteur. Et donc il se passe des choses et on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est une vue de face d'un des détecteurs. Et il faut imaginer que vous ne pouvez pas juste vous connecter sur Amazon et acheter l'expérience. Donc nous, on a fabriqué ça nous-mêmes avec des doctorants, des postdocs, des ingénieurs. Et tout ça est fait à la main. C'est juste comme le microscope qu'on a vu dans la présentation d'avant. Mais le design, la conception et la fabrication, tout a été fait à la main par nous. Et je trouve ça vraiment joli. Donc ça, c'est presque un miracle que des nations, des gens tout autour du monde travaillent ensemble pour fabriquer quelque chose d'aussi gros. De le mettre en fonction et que ça marche. Ça, c'est pas mes applaudissements, mais c'est les vôtres parce que c'est vous qui rendez ça possible. Ça fait partie des choses que je l'aime le plus au CERN. Donc c'est quelque chose d'international qui marche. Sans problème. Donc ces détecteurs, c'est vraiment juste une caméra énorme. Donc on a des centaines de millions de pixels et on prend des centaines de millions d'images par seconde. On essaie d'identifier les particules qui sont produites dans la collision. Donc maintenant, la vie au CERN, c'est aussi quelque chose d'important pour les scientifiques. Et donc la vie au CERN, elle est pas trop mal. On travaille dans les salles de contrôle, on étudie les forces ou la force. On a des discussions scientifiques avec une salle avec un peu de café et une vue sur le Mont Blanc. On a des séminaires et on apprend beaucoup de choses. Et comme d'habitude, on a plus d'ordinateurs que de gens.
Et ensuite, on fait des choses. Et donc, je vais vous présenter une partie de ce qu'on va faire. Mais vu que j'ai trop de choses à dire, j'ai décidé que vous pourrez choisir. Dites-moi ce que vous voulez entendre. Donc, vous avez le choix entre premier point physique, deuxième point modèle, simulation et données. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Donc, par applaudissement, est-ce que vous voulez entendre à propos de physique? Ou bien un modèle, simulation et données. Bon, on va en parler de modélisation, simulation et données. Donc voilà ce qu'on va passer. C'est la première fois que je vois des gens qui veulent pas entendre parler de physique. Non, je rigole. Donc, notre théorie est vraiment super précise. Et notre travail est vraiment ennuyeux en fait parce que on comprend tout. Quand il y a une collision, on sait ce qui va se passer. À l'exception de quelque chose, quelques événements très rares. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, de voir ces événements très rares. Par exemple, des monopoles, la supersymétrie ou les trous noirs. Donc le boulot du théoricien, c'est de prédire ce qui va se passer dans le détecteur en supposant de la physique un peu aux petits oignons. Ensuite, on peut utiliser des simulations pour voir comment le détecteur va réagir à de tels événements. Maintenant, la question c'est on fait seulement des comptes en fait. Et comment on peut savoir que ce qu'on voit en fait c'est quelque chose de nouveau et pas juste quelque chose dont on a l'habitude. Donc on utilise, comme je l'ai dit, la simulation pour voir ce à quoi on s'attend. On utilise des logiciels de reconstruction pour comprendre ce qui s'est passé dans le détecteur, pour compter combien de fois ça se produit. Et ensuite, on utilise des statistiques pour savoir si c'est ce à quoi on s'attend. Et donc, ça, c'est une approche assez courante. Par exemple, quand vous comparez la météo et le climat, donc on mesure des températures qui définissent la météo, mais est-ce que c'est juste la météo, donc à petite échelle, ou est-ce que c'est le climat, donc à grande échelle? Et on a quelque chose de similaire dans nos problématiques. Donc ici, on mesure des températures, des petites fluctuations, et on peut améliorer ça en mesurant sur des durées plus longues. Et on espère que ça puisse nous dire ce qui va se passer dans le futur. Et on s'intéresse aussi à des grandes déviations. Donc typiquement, si vous avez une variation d'1 degré, on va peut-être pas le voir, mais si vous avez une variation de 5 degrés, là on va le voir. Donc là c'est un des premiers graphes de découverte du boson de Higgs. Donc on voit qu'on a beaucoup d'ingrédients. Les points noirs, c'est ce qu'on mesure, et il y a une certaine incertitude. Donc parce que quand on mesure, on compte, et on pourrait avoir raté des événements ou au contraire, on pourrait en avoir compté trop. Donc il y a toujours une incertitude. Et ensuite, on a ce que nous dit la théorie, donc qui nous dit on devrait en voir tant. Donc la partie rouge, c'est simplement ce qu'on attend, ce que la théorie nous dit. Et on voit que les données suivent la partie rouge à peu près bien. Mais ensuite, il y a cette partie à droite ou au centre qui en fait n'a pas de sens, sauf si on tient compte du Higgs. Et donc on peut voir comment l'interaction entre différentes sources de physique et statistiques marche pour nous.
Donc, comme pour le climat, plus de données, ça aide. Et donc, il y a deux façons d'avoir plus de données. Donc, il y a plus de collisions. C'est pour ça qu'on travaille 24 heures sur 24. Et aussi plus de données en faisant plus d'analyses. Donc, ici, on voit les différentes façons de faire plus d'analyses et qu'on peut combiner. Et donc, vous pouvez voir à quel point ce qu'on fait, c'est similaire à toutes les autres analyses en Big Data. Donc, la partie obligatoire, l'informatique. Quand on a désigné le LHC, donc pas moi, quand les gens ont désigné le LHC, ils avaient besoin de projeter la puissance computationnelle de 1990 à 2000-2010. Donc ils ont dit on a besoin de quantité incroyable d'ordinateurs. Donc on a nos racks d'ordinateurs. Donc ça c'est quelque chose que les grandes compagnies ne vous montrent généralement pas. Donc il y a une rampe où il y a les camions qui arrivent, qui déposent les choses, puis ils les mettent juste tous ensemble en tas. Et après, on les assemble. Donc, ça, c'est comment comment on utilise notre temps processeur. Donc, on a à peu près 60 000 cœurs qui crachent tout le temps pour nous. Et ils sont distribués à travers le monde. Donc, on peut voir que le CERN est la partie rouge. Donc, en bas. Donc, voilà. On fait une bonne utilisation de ça. On monitor aussi l'efficacité. Parce que l'efficacité, on est à peu près à 700%, parce que 100% c'est pour les nuls. Donc, ne me demande pas pourquoi. Ils ont décidé que si tu es en train de faire du multithreading, on va multiplier ton efficacité avec le nombre de threads que tu as. Donc, ça fait aucun sens pour moi, mais voilà. On a aussi du stockage. Donc, actuellement, on utilise à peu près 0,7 exabytes. Donc, on a encore une capacité disponible aussi de 0,7 exabytes. Donc, c'est Tera, Peta, Hexa, donc oui, c'est beaucoup. Et ici, on peut voir sur le côté droite, par exemple, l'utilisation de tape. Quand on a démarré l'accélérateur, donc ça, c'est le petit type, parce qu'on a dû faire de la place. Donc ici, il y a le nouveau point de décision. Donc, est-ce que vous avez envie d'entendre sur le computing distribué ou sur les effets de bug? And two, measure the effects of bugs. Ok, donc ça revient à moi la décision et je dirais qu'on on va mesurer l'effet des bugs. C'est plus court. Donc ça c'est une des vues électroniques qu'on peut avoir d'un détecteur et on voit comment on trace les particules qui traversent le détecteur. Donc, ça, c'est du software. Donc, ça, c'est le résultat de soft. Donc, vous n'y croyez peut-être pas, mais on a des bugs dans ce software. Donc, vous savez que ces bugs sont parfois des transformations erronées de coordonnées. Donc, les choses ne vont en fait pas de ce sens-là, mais de ce sens-là. Donc, c'est un peu bizarre si tu regardes. Et le résultat, c'est que nos particules ne suivent pas le tracé qu'ils auraient dû, mais on leur attribue un différent chemin de manière erronée. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on le fait ça des millions de fois. Donc, tout ça, c'est bizarre parce qu'on le fait pas de manière erronée, de manière systématique, mais de temps en temps, on fait des fautes. Donc, l'avantage, c'est que le résultat net, c'est que si on mesure nos particules, on va pas mesurer la bonne chose, mais toujours un peu une moyenne entre un peu à gauche, un peu à droite. Donc, les choses ne sont pas toujours très précises. Donc, c'est d'incertitude. Donc, pour nous, comme compter à une certaine incertitude et les prédictions à une certaine incertitude, les bugs introduisent encore une nouvelle source d'incertitude. Donc, ici, vous pouvez voir comment on traque l'incertitude pour toutes nos analyses. On essaie de comprendre les différentes sources d'incertitude.
Et à nouveau, les bugs sont une des sources ici. Donc, si vous trouvez un bug, est-ce qu'on peut réduire notre incertitude et on pourrait trouver éventuellement de la nouvelle physique plus tôt. Donc, pour nous, trouver des bugs, c'est vraiment, vraiment important parce que ça apporte, ça nous rapproche de la physique. Donc, c'est assez rare qu'on puisse être dans un environnement où on peut mesurer l'effet des bugs. Donc, on parle de data. Donc, je vous ai dit qu'on essaie de trouver des traces de particules dans nos données. Et le moyen qu'on fait ça, c'est en créant des programmes de reconstruction avec des gigabytes de données. Donc, ils sont spécifiques à certaines données, à certains expériments. Et ils sont open source et on veut que nos analyses soient correctes et efficaces. Donc, le format de données qu'on utilise n'est pas du CSV, mais c'est binaire. Et pour une raison bizarre, c'est notre propre format binaire. Donc, la raison, c'est que c'est vraiment destiné au type de données qu'on a. Donc, on a des collisions qui sont indépendantes. Donc, on a juste besoin d'une en mémoire. Et on a une liste de collections qui fait le layout en table normale, une non-option. Donc, on a des définitions de classe C++ qu'on peut lire à nouveau en C++, mais aussi en Java. Donc les bases de données nous convenaient juste pas parce qu'ils ont les mauvais modèles de données d'accès, enfin d'accès de données. Et c'est juste pas le type de système qui fonctionnait pour nous. Et aussi utiliser le système de fichiers comme un système de stockage, ça avait l'air un peu ennuyeux, mais ça marche de manière incroyable. Donc c'était juste le bon choix pour nous. Donc il y a beaucoup d'autres formats de données structurés, beaucoup qui n'existaient pas encore quand on a commencé Root, mais il rate aussi beaucoup de choses. Par exemple, on voulait être sûr que on peut, par exemple, changer le schéma et s'adapter aux évolutions. Aussi, on fait pas confiance aux gens. Donc, en tant qu'informaticien, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Si les gens doivent écrire leur propre algorithme, il va y avoir des bugs et on va perdre des données. Donc, on essaye d'automatiser ça à partir des définitions des classes. Voilà, dernier point de décision. Est-ce que vous voulez entendre parler de Kling, notre interpréteur C++, ou d'Open Data et de sciences appliquées? Donc option 1, l'interpréteur C++. OK. Et option 2, Open Data et sciences appliquées. OK, j'y vais. Vous avez raté quelque chose, mais vous pourrez regarder les slides plus tard. OK, donc voilà, c'est parti. Bon, voilà. Donc, Open Data et sciences appliquées. Donc, vous voulez vraiment connaître le budget, donc je comprends ça. Donc, nous, on reçoit de vous à peu près 1 milliard par année, mais la monnaie n'importe plus vraiment à ce point. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Et vous savez qu'on essaie de faire des choses incroyables. Donc, on adore notre job. C'est incroyable de travailler dans un tel environnement et merci beaucoup pour rendre ça possible. Je le pense vraiment. Mais, je veux dire que vous décidez comme société de permettre quelque chose comme CERN. Parce que je pense que ça mérite vraiment mon applaudissement. Donc je pense que c'est une bonne décision de faire quelque chose comme ça. Donc, on a réalisé ça et on a réalisé qu'on peut faire ce qu'on fait grâce à vous et on essaie de rendre à vous quelque chose en retour. Donc, le moyen où on partage nos résultats de recherche, c'est à travers Open Access. Donc, on a passé longtemps à se battre avec les éditeurs, les autres publications. Maintenant, on a quelque chose. Donc,
Merci. On a aussi mis beaucoup d'efforts dans la communication pour communiquer donc les résultats, ce qu'on fait. Et si vous êtes dans la région, c'est définitivement bien de venir vous visiter. Donc vous pouvez visiter CERN. Donc, vous devriez aller là-bas en avril parce que à ce moment-là, vous pouvez demander aux gens d'aller en dessous. Enfin, sous terre, parce que l'accélérateur est en ce moment. Donc, on fait aussi de la recherche appliquée. Donc, par exemple, on a cette expérience super cool. On essaie d'étudier comment les nuages se forment basés sur le rayonnement cosmique. C'est un élément clé dans l'incertitude des modèles climatiques. Donc, on essaie de réfléchir à comment on fait de l'énergie à partir de déchets nucléaires. On essaye aussi de réutiliser les lecteurs qu'on a, donc développer. On a quelque chose qu'on appelle Open Hardware, par exemple White Rabbit, donc l'Ethernet déterministe. On a Open Data, on a le LHC at Home ou d'autres programmes où vous pouvez par exemple nous offrir de la puissance computationnelle ou nous aider à avoir de meilleurs résultats. Donc, on essaye d'essayer le plus possible d'open source et aussi donner du feedback dès qu'on voit des problèmes. Et on crée aussi de l'open source. Par exemple, on crée Giant. Donc, c'est un programme qui permet de simuler comment des particules volent. On a Inico qui nous permet de planifier des meetings, d'uploader des slides, toutes ces choses. Donc, à travers le monde, toutes les personnes qui ont accès peuvent faire leur planification. On a WWW, donc ça c'est le futile, l'effort futile pour essayer d'empêcher l'équipe de nettoyage de l'Ethernet, mais malheureusement ils ne parlaient pas anglais. Donc on utilise Davix pour transférer des fichiers sur HTTP avec une haute bande passante. On utilise CERN VMFS qui nous permet de distribuer nos binaires à travers le globe. Et ça, ça se base sur admin. Donc ça permet de ne pas dépendre des administrateurs qui installent les choses à la main et ça marche très très bien. Et on a Root aussi. Maintenant, la dernière partie, comment est-ce qu'on traite nos données? Donc pas comme ça. Donc, on utilise du C++. Et donc les physiciens doivent utiliser C++ pour écrire leurs propres analyses. Et on est assez peu à avoir eu une vraie expérience en programmation. Et donc les événements, enfin les choses importantes, c'est d'avoir seulement une collision en mémoire. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment la bande passante. On compte en collisions par seconde. Et on veut optimiser au mieux les entrées-sorties. Donc Root nous permet de faire ça depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est le cheval de bataille de la physique des hautes énergies. Donc il y a des outils de sérialisation, des outils statistiques et de quoi faire des graphiques. Parce que une fois que vous avez des résultats, il faut les communiquer aux pairs, il faut les publier et tout ça c'est open source. Et évidemment tout ça n'est pas utilisé que par la physique des hautes énergies. En conclusion, on est là parce que vous rendez ça possible et merci à vous. On veut partager et on a beaucoup de gens pour faire de la communication scientifique, mais on a beaucoup moins de gens pour faire de la communication à propos du logiciel. La programmation scientifique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, mais on a dû commencer assez tôt sur une grande échelle de temps. Et on avait essayé de prendre des morceaux qui existaient et on n'a pas réussi. Et donc, on essaye de faire de la sérialisation de données C++, de pouvoir la distribuer, de faire du calcul efficace, même pour des gens qui sont pas des informaticiens. Et le plus important, c'est vraiment le passage à l'échelle.
Il y a maintenant beaucoup plus que la physique des particules qui arrive au niveau des big data. Et je vais essayer maintenant de faire quelques prévisions sur les caractéristiques qu'il va y avoir en sciences. Donc, maintenant, on est en train d'éduquer des gens qui vont faire de l'analyse de données, pas seulement en sciences. Et par le passé, les volumes de données, c'était le plus important. Plus de données, ça voulait dire plus de pouvoir. Et maintenant, c'est plus tellement vrai. L'important, c'est de trouver des corrélations. La taille de données n'augmente plus vraiment parce qu'elle est déjà énorme. Et maintenant, c'est le traitement qui devient plus important. Et donc, les points importants maintenant sont les entrées-sorties, parce que on cherche des corrélations, donc ça implique des accès aléatoires et les limitations de CPU. Generative parts, which I believe will change the way we model. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire, ça c'est plus une grande surprise. Vu qu'on a besoin de bandes passantes, il nous faut un langage dont l'analyse centrale est proche du hardware. Mais ces analyses sont quand même encore complexes et donc on a besoin d'infrastructures qui nous permettent d'avoir des données complexes et c'est pour ça qu'on a aussi une interface en Python. Donc, comme je l'ai dit, la bande passante est vraiment très importante et donc on fait beaucoup d'efforts pour améliorer cette bande passante. Voilà, c'était tout. Si vous voulez encore discuter quelque chose avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, il y a probablement encore beaucoup de bugs. Je suis encore là jusqu'à demain. Je sais pas trop où. Vous pouvez me contacter par email ou par Twitter. Merci pour votre attention.